Sans ta pension, on n'aurait même pas besoin de toi ici. Voilà ce que Damien m'a dit, mon propre fils. Le même qui, un jour, s'endormait sur ma poitrine, avec des doigts si petits qu'ils ressemblaient à des pétales de fleurs. Le même qui pleurait si je m'éloignais de quelques pas au parc. Le même qui, des années plus tôt, criait « Maman » quand il tombait et s'écorchait le genou. Ce soir-là, il ne m'a même pas regardé dans les yeux. Il a dit ça, debout, de l'autre côté de la cuisine, en consultant son téléphone, comme si c'était une vérité objective, un fait sans émotion, une équation mathématique. J'équivalais à un revenu, un chiffre mensuel qui maintenait cette maison à flot. Rien de plus. J'avais une cuillère en bois à la main, je remuais le riz pour qu'il n'attache pas. Le rôti était déjà dans le four. Sandrine avait dit qu'elle voulait des pommes de terre sautées, alors j'en avais aussi préparé. Il faisait chaud, j'avais mal au dos et j'avais passé toute la journée à nettoyer et à laver parce que nous allions avoir de la visite. Mais malgré tout, j'ai souri quand Jeanne est entrée en courant pour me serrer dans ses bras. Elle était la seule raison pour laquelle je continuais à tenir. Après ce que Damien a dit, personne d'autre n'a parlé. Sandrine, depuis le couloir, a esquissé un sourire. Elle n'a rien dit, mais ce n'était pas nécessaire. Elle avait déjà gagné. Moi non plus, je n'ai pas dit un seul mot. J'ai fini de remuer le riz, j'ai éteint le feu et, les mains tremblantes, j'ai enlevé mon tablier. Je ne savais pas si je ressentais de la rage, de la tristesse ou un mélange mortel des deux. Je suis allée à l'évier, j'ai ouvert le robinet, je me suis mouillé le visage. Il fallait que je me calme. Pas devant eux, pas là. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je me suis couchée dans le même lit qui avait été le mien et celui de Jean, mon défunt mari, pendant près de 40 ans. La chambre qui, désormais, m'appartenait à peine. Les murs n'étaient plus les miens, mes affaires réduites à une commode et une boîte sous le lit. Le reste servait de débarras. Ma vie, compactée. J'ai fixé le plafond pendant des heures. Je n'ai pas pleuré, je n'avais plus de larmes. Et tandis que j'écoutais le léger bourdonnement du ventilateur, une seule phrase traversait mon esprit. Comment en sommes-nous arrivés là ? Revenir au début n'est pas facile. Parfois, on préfère ne pas remuer ce qui fait mal. Mais maintenant, je sais que c'est nécessaire. Il y a 3 ans, après la mort de Jean, la maison est devenue très grande. Au début, la solitude me semblait un écho aimable, un murmure qui me laissait en paix. Mais avec les mois, ce silence est devenu un puits. C'est pourquoi, quand Damien m'a demandé de l'aide, je n'ai pas hésité une seconde. « Maman, Sandrine a perdu son travail. On a du retard sur le loyer. Je ne sais plus quoi faire. »« Venez à la maison, » lui ai-je dit sans se réfléchir. « Ici, il y a de la place. » Ils sont arrivés un après-midi de janvier, avec Jeanne par la main et 3 grandes valises. J'avais préparé la chambre d'amis, changé les draps, même acheté une nouvelle lampe. J'étais heureuse. J'avais retrouvé ma famille. Jeanne m'a serré fort dans ses bras et m'a dit à l'oreille « Tu m'as beaucoup manqué, mamie. » Je pensais que tout irait bien. Avec le temps, j'ai commencé à remarquer de petites choses. Sandrine ne me regardait jamais directement, elle était toujours occupée, agacée par quelque chose. Au début, j'ai attribué ça au stress, à la pression d'être sans emploi, à l'adaptation. Mais ensuite, les commentaires ont commencé. « Ta mère ne respecte pas les espaces, » disait-elle à Damien quand elle pensait que je n'écoutais pas. Elle est toujours là, comme si la maison n'était qu'à elle. Et oui, elle était à moi, légalement entièrement documentée à mon nom. Mais je ne le disais pas. Je ne voulais pas créer de conflit. Peu à peu, la maison a changé. Je continuais à cuisiner, à nettoyer, à payer les factures. Ma pension, bien que modeste, couvrait l'électricité, le gaz et une partie des courses. Damien avait trouvé un travail, mais ce n'était pas stable. Sandrine ne travaillait toujours pas, bien qu'elle porte des vêtements neufs chaque mois. Et pourtant, j'ai commencé à sentir que j'étais de trop. Ou du moins, c'est ce qu'il me faisait me sentir. Un soir, Sandrine m'a demandé de ne pas m'asseoir à table avec eux parce qu'ils avaient besoin de parler en couple. Le lendemain, ma chaise n'était plus là. Ils l'avaient enlevée de la table. Je suis devenue invisible.
Mais je continuais à faire le petit déjeuner, les courses, à emmener Jeanne à l'école quand Sandrine avait la migraine ou était très occupée. Je suis devenue une ombre qui soutenait la routine de tous sans que personne ne le reconnaisse. Jusqu'à ce qu'un matin, Damien me demande si je pouvais mettre la maison à son nom. Il a dit que ce serait plus pratique pour tout le monde, qu'en cas d'urgence, ce serait mieux, que les choses devaient être en ordre. Je l'ai regardé longuement, et je l'ai fait. Je suis allée chez le notaire, j'ai signé, j'ai donné, j'ai fait de confiance. Je n'ai jamais pensé qu'il me le ferait payer ainsi. Un mois plus tard, ma chambre a été réduite, ma salle de bain privée, partagée, mon indépendance, effacée. Je suis devenue une figure d'arrière-plan. Personne ne me demandait comment j'allais, personne ne m'écoutait, sauf Jeanne. Elle continuait d'être la lumière. Chaque soir, elle se glissait dans mon lit, même si Sandrine s'énervait. Elle me racontait ce qu'elle apprenait à l'école, me dessinait des fleurs, me disait qu'elle m'aimait très fort. Elle était la seule raison pour laquelle je ne faisais pas mes valises pour partir, même si je n'avais plus nulle part où aller. J'avais tout donné. Cette nuit-là, après le commentaire de Damien, j'ai compris quelque chose. Ce n'était pas une erreur, pas un mauvais moment, pas une phrase dite sans réfléchir. C'était ce qu'il pensait, ce qu'il ressentait, ce qu'il croyait. Et alors, pour la première fois depuis des années, j'ai senti quelque chose se briser en moi. Mais pas avec douleur, avec clarté. Je suis allée dans la cuisine. Tout le monde dormait. Je me suis assise devant le four éteint, j'ai regardé la casserole de riz, encore tiède. Puis, j'ai pris mon vieux carnet, celui que j'utilisais pour noter mes recettes, et j'ai écrit une seule phrase. Je mérite mieux que ça. Le lendemain, je me suis levée tôt. J'ai fait du café, je me suis coiffée, j'ai mis la robe bleue que Jean disait toujours, qui me faisait ressembler à un ciel d'été. Et je suis sortie, sans dire où j'allais, sans demander la permission. Pas avec une valise, mais avec une intention. Je n'ai pas marché longtemps, je n'avais pas de destination précise, mais mes pieds savaient où aller. Parfois, le corps anticipe la conscience. J'ai traversé 2 rues, je suis passée devant une boulangerie qui sentait encore la pâte fraîche. Et je suis arrivée devant un local que je n'avais pas visité depuis des années. C'était une petite brasserie modeste, avec des plantes suspendues à l'entrée et des chaises en fer forgé. Une enseigne en bois disait « Le coin de Françoise ». J'ai hésité une seconde, mais je suis entrée. Elle était là, assise derrière le comptoir, feuilletant un magazine. Elle avait les cheveux relevés en un chignon désordonné et des lunettes posées sur le bout de son nez. Elle m'a regardée et un instant a froncé les sourcils comme si elle ne me reconnaissait pas. Puis ses yeux se sont agrandis. « Stéphanie !» s'est-elle exclamée avec un sourire qui m'a rendu un morceau de ma jeunesse. Mon Dieu, quelle surprise! Je ne savais pas quoi lui dire, mes mains tremblaient. Françoise avait été mon amie de cœur dans notre jeunesse. Nous étions inséparables jusqu'à ce que la vie nous emmène sur des chemins différents. Elle avait choisi de voyager, d'étudier à l'étranger, de se marier avec un Chilien qu'elle a ensuite quitté. Moi, je suis restée dans le quartier. Je me suis mariée avec Jean, j'ai élevé Damien, j'ai été mère au foyer. Au foyer, toute ma vie. Elle a vécu 1000 choses. J'ai vécu dans un cercle. Pourtant, à cet instant, j'ai senti que le temps n'avait pas d'importance. Nous nous sommes serrés dans les bras comme si nous nous étions vus la veille. « Qu'est-ce que tu fais par ici ?» m'a-t-elle demandé en me servant un café, sans même me le proposer, comme si elle savait que j'en avais besoin. « Je ne sais pas, » ai-je répondu, sincère. J'avais juste besoin de sortir de chez moi. « Alors tu es au bon endroit, » a-t-elle dit, en désignant une table près de la fenêtre. « Ici, personne ne court, personne ne n'exige. Il y a toujours du café chaud. » Nous nous sommes assises, et je lui ai raconté par bribes ce qui s'était passé. Pas tout, pas encore, mais assez pour qu'elle comprenne que quelque chose en moi s'était brisé. Françoise m'a écoutée sans m'interrompre. Une seule fois, elle a froncé les sourcils, quand j'ai mentionné la phrase de Damien. Puis, elle est restée silencieuse quelques secondes. « Tu sais quoi ?» a-t-elle dit enfin.
Tu as toujours été plus forte que tu ne le croyais. » J'ai souri, incrédule. On ne dirait pas. Parce qu'on t'a appris à te taire, à te sacrifier, à ne rien demander. Mais ça, ce n'est pas de la force, Stéphanie, c'est de la soumission. Et toi, tu peux t'en sortir. Je n'ai pas répondu, mais ces mots sont restés plantés en moi comme des graines. Je suis rentrée à la maison avant midi. Sandrine m'a regardé entrer depuis le canapé, le sourcil froncé. « Où étais-tu ? » ?»« Je me promenais. »« Sans prévenir ?» Damien était inquiet. Mensonge. Il n'avait même pas remarqué mon absence. Mais je n'ai rien dit. Je suis montée dans ma chambre, j'ai fermé la porte et je me suis allongée. Jeanne est entrée peu après. « Mamie, ça va ? » ?»« Oui, mon amour, juste un peu fatiguée. » Elle s'est blottie contre moi, sa chaleur était un baume. Elle m'a parlé d'un dessin qu'elle avait fait en classe, d'une femme avec une cape qui volait au-dessus d'une ville. C'est une héroïne. Je l'ai appelée Stéphanie Bleu. Pour moi, bien sûr, tu es mon héroïne. Je n'ai pas pleuré, mais j'ai eu du mal à déglutir. Cette nuit-là, pendant que tout le monde dormait, j'ai écrit une autre phrase dans mon carnet. Je n'ai pas besoin de permission pour recommencer. Les jours suivants ont été différents. J'étais la même, mais quelque chose avait changé. Je ne répondais plus immédiatement quand Sandrine exigeait quelque chose. Je ne me pressais plus pour servir la table, ni pour faire la vaisselle dès qu'ils avaient fini. Ce n'était pas de la rébellion, c'était de la dignité. De petits actes de résistance que personne n'a remarqués au début. Un jeudi après-midi, je suis retournée au café. Françoise m'attendait avec un plateau de sablé et 2 cafés. Nous nous sommes assises en terrasse. Elle m'a parlé de ses voyages, de comment elle avait décidé d'ouvrir le café après son divorce. Elle l'avait fait avec ses économies et un petit héritage. Elle m'a montré de vieilles photos. Nous avons beaucoup pris. Je me suis sentie vivante. « Pourquoi tu ne viens pas plus souvent ?» m'a-t-elle dit. « Tu pourrais même m'aider avec quelques recettes. Je sais que tu cuisines à merveille. » Travailler, ici ? Ne vois pas ça comme un travail. Vois ça comme une façon de reprendre le contrôle. Je suis rentrée chez moi avec un mélange d'enthousiasme et de peur. Ce soir-là, pendant le dîner, j'ai mentionné nonchalamment « Aujourd'hui, j'étais au café d'une amie. Elle m'a proposé de l'aider en cuisine. » Damien n'a pas levé les yeux. Sandrine, si. Travailler, à ton âge ? Oui, pourquoi pas, parce que tu n'as pas besoin de le faire. Tu as déjà une pension. Et puis, qui s'occupera de Jeanne quand tous ne seront pas là ? Jeanne a 12 ans, elle peut rentrer de l'école seule. Et moi, j'ai besoin de quelque chose pour moi. Le silence s'est emparé de la table. Personne ne m'a soutenue, mais personne ne me l'a interdit non plus. Alors, je suis retournée au café. Les premiers jours, je me sentais maladroite, lente, pas à ma place. Mais Françoise m'encourageait. Elle m'a appris à utiliser la caisse, à préparer le café avec la nouvelle machine, à organiser les vitrines. Elle m'a même laissé décorer un coin avec des objets anciens que j'avais gardés à la maison. Une horloge à pendule, un service à thé hérité de ma mère, un vase avec des marguerites séchées. Des clients ont commencé à venir, curieux de cet espace nostalgique. Je les servais avec un sourire. Je me sentais utile, visible, précieuse. Un jour, j'ai rencontré Omar. Il est entré d'un pas lent, une canne à la main et un sourire poli. Il a commandé un thé au miel et s'est assis pour lire le journal. Il revenait tous les jeudis. Parfois, nous parlions de livres, d'autres fois de politique. Il m'a dit qu'il était avocat à la retraite. Intelligent, aimable, toujours bien habillé. Il aimait écouter plus que parler. Il me faisait sentir respectée. Un après-midi, alors que nous fermions, Françoise m'a regardée avec malice. « Je crois que tu plais à Omar. » J'ai ri, nerveuse. « Ne dis pas de bêtises. Pourquoi ? Tu es une belle femme, Stéphanie. Tu as vécu, tu as aimé. Pourquoi ne pourrais-tu pas recommencer ? » Je n'ai pas su quoi répondre. Je n'étais pas prête à penser à ça. Mais c'était agréable à entendre. Un vendredi, en rentrant à la maison, j'ai trouvé mes affaires empilées dans le salon. Vêtements, livres, une boîte de photographie, ma boîte à couture. Tout hors de ma chambre. « Tu es cheap. »
Mais qu'est-ce que c'est que ça, Sandrine, les bras croisés, a répondu sans sourciller. On a besoin de place. On va rénover et transformer cette chambre en bureau. On t'a préparé un coin dans la buanderie. Il y a un matelas. J'ai eu le souffle coupé. Pas par l'humiliation, mais par la froideur. Et Damien est d'accord? Il a signé les papiers, tu te souviens? La maison n'est plus à toi. Je n'ai pas répondu. Je me suis approchée. J'ai pris une de mes photos, moi avec Jean et Damien Petit, et je l'ai serrée contre ma poitrine. Puis je suis montée. J'ai dormi dans la buanderie. Mais cette nuit-là, j'ai écrit une dernière phrase dans mon carnet. Le jour où ils cesseront de me sous-estimer approche. Je n'ai presque pas dormi cette nuit-là. Mon corps était épuisé, mais mon esprit n'arrêtait pas de tourner. La buanderie sentait l'humidité et le détergent. Chaque bruit de la maison était amplifié entre les murs de béton. Mais plus que ça, ce qui m'empêchait de dormir, c'était le souvenir. Pas de ce qui s'était passé cette nuit-là, mais de tout ce que j'avais permis avant. J'ai pensé aux années où j'ai cuisiné chaque dîner avec soin, aux fois où j'ai gardé Jeanne quand elle était malade, aux nuits où je me suis levée sans faire de bruit pour ne pas déranger, à chaque fois que j'ai accepté une parole tranchante sans répliquer. Quand exactement suis-je devenue une présence invisible dans ma propre famille? Le lendemain de matin, je me suis douchée tôt et je me suis habillée comme toujours, avec mon chemisier préféré et un foulard brodé que ma mère m'avait offert des années auparavant. Sandrine ne m'a même pas regardée quand je suis sortie de la maison. Damien s'est enfermé dans son bureau, prétextant un appel vidéo urgent. Je n'ai pas pris de petit déjeuner, je n'avais pas faim. J'ai marché jusqu'au café, sentant un poids sur la poitrine que je n'arrivais pas à desserrer. Mais dès que j'ai ouvert la porte du coin de Françoise et entendu la petite clochette, quelque chose en moi s'est apaisé. Françoise a immédiatement remarqué mon expression. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Ils m'ont mise dehors de ma chambre. Je dors dans la buanderie. Elle a arrêté de nettoyer la machine à café et m'a regardé fixement, comme pour s'assurer qu'elle avait bien entendu. Comment ça, ils t'ont mise dehors? Ils ont besoin de place. Ils vont transformer ma chambre en bureau. Françoise a retiré son tablier d'un geste sec et s'est approchée. Tu ne peux pas continuer à permettre ça, Stéphanie. Ce n'est ni normal, ni juste, ni humain. C'est leur maison. Légalement, je n'ai plus aucun droit. Peut-être, mais moralement, ils n'ont pas le droit de te traiter ainsi. Nous sommes restées silencieuses quelques secondes. Puis, elle m'a pris la main. Il y a des moyens de te défendre. Je connais quelqu'un qui pourrait t'aider. C'est un avocat, très bon. Il s'appelle Omar. Omar, le client? Oui, parfois il fait des consultations, même s'il est à la retraite. Il ne fait pas payer. Il le fait parce qu'il croit en la justice. Je ne sais pas, Françoise. Je ne veux pas en arriver là. Et tu crois que c'est quel niveau, ça? Dormir entre les serpillères dès les seaux, voir tes affaires empilées comme si c'était des ordures? Je suis restée sans voix. Elle avait raison. Chaque jour qui passait, je me persuadais moi-même que je méritais le minimum, que je devais être reconnaissante pour un toit et une assiette, même si tout venait chargé de mépris. Mais ce n'était pas la vie que je voulais. Omar restait passé dans l'après-midi. Françoise lui avait tout raconté, et lui, avec cette sérénité qui semblait inébranlable, s'est assis avec moi, un carnet à la main. La première chose que vous devez savoir, m'a-t-il dit, c'est que même si vous avez cédé la propriété de la maison, si vous pouvez prouver que vous l'avez fait sous la pression ou sans comprendre pleinement les conséquences, nous pourrions intenter une action en nullité pour vice du consentement. De plus, il existe une jurisprudence qui reconnaît les droits des personnes âgées dans des contextes de vulnérabilité familiale. Et ça veut dire quoi, en clair? Que si nous pouvons démontrer que vous avez subi une manipulation ou un abus émotionnel, vous pourriez récupérer votre part, ou au moins vous assurer un espace digne dans cette maison, ou une compensation. Je l'ai regardé avec incrédulité. Et comment on prouve une chose pareille? Avec des témoins, avec votre carnet, par exemple. Si vous tenez un registre de ce qui s'est passé, cela peut aider. Et si Jeanne est de votre côté,
aussi. J'ai senti un nœud dans mon estomac. Je ne voulais pas mêler ma petite fille à ça, mais je savais qu'elle y était déjà, simplement par le fait de m'aimer. J'ai remercié Omar et lui ai promis d'y réfléchir. Ce soir-là, je suis rentrée à la maison, décidée à parler à Damien. J'ai attendu que Sandrine s'enferme dans la chambre et je l'ai trouvée dans la cuisine, en train de se servir un verre d'eau. « J'ai besoin de te parler. »« Pas maintenant, maman, je suis fatiguée. »« Si, maintenant, parce que si je ne parle pas, je vais tomber malade. » Damien s'est retourné et m'a regardé comme s'il ne me reconnaissait pas. « Qu'est-ce qui se passe ?»« Tout ce qui se passe me fait mal. Ça me fait mal d'avoir quitté ma maison, mes souvenirs, tout ce que j'ai construit pour vous. Et maintenant, je dors dans un coin comme si j'étais une intruse. Ce n'est pas comme ça. Si, ça l'est, et tu le sais. Je n'ai rien demandé en échange. Je voulais juste être proche, être utile, m'occuper de Jeanne. Mais vous m'avez sorti de ma chambre comme si je n'avais aucune importance. » Damien a serré la mâchoire. Il n'a rien dit. Après un moment, il est parti sans se répondre. Le lendemain, je me suis assise avec Jeanne dans le jardin. Elle avait un livre de contes, mais a remarqué que j'étais distante. « Qu'est-ce que tu as, mamie ?»« J'ai besoin de faire quelque chose d'important, mon amour. Et j'aurais peut-être besoin de ton aide. » Ses yeux se sont illuminés. « Tout ce que tu veux. Pourrais-tu écrire sur un papier comment il me traite ici ? Je sais que tu as tout vu. » Elle a abaissé le regard. « C'est pour un procès ? » Pas nécessairement, mais j'ai besoin de preuves pour me protéger. Jeanne a hoché la tête lentement, puis elle m'a serré dans ses bras. Je ne veux pas que tu partes. Je ne partirai pas sans me battre. Pendant les jours suivants, Omar et moi avons commencé à travailler en silence. Il m'a appris à documenter chaque fait, à parler sans que ma voix ne tremble, à regarder quelqu'un dans les yeux sans baisser la tête. Françoise me soutenait en tout. Des horaires flexibles au café, des conseils et, surtout, de la compagnie. Je ne me suis jamais sentie seule dans ce processus. Un après-midi, en rentrant à la maison, j'ai trouvé ma boîte à couture renversée par terre. Quelques aiguilles cassées, les fils éparpillés. Mes ciseaux rouillés. C'était mon objet le plus précieux. Je l'ai ramassé avec soin. Je suis montée sans dire un mot. Et cette nuit-là, j'ai su que la décision était prise. Le lendemain, j'ai apporté tous mes papiers au café. Omar les a examinés avec attention, puis il a levé les yeux. Nous sommes prêts. Dites-moi juste quand vous voulez commencer. Maintenant. Alors préparez-vous, Stéphanie, parce qu'une fois que vous commencerez, il n'y aura pas de retour en arrière. Je l'ai regardé avec fermeté. Je ne veux plus revenir en arrière. Nous avons déposé la plainte un vendredi matin. Omar l'a remise personnellement au tribunal compétent et m'a expliqué que nous devions maintenant attendre la notification formelle à Damien et Sandrine. Malgré le pas ferme que nous avions franchi, je suis rentrée à la maison avec un nœud dans la gorge. Je me sentais partagée. D'un côté, fière d'avoir fait ce pas. De l'autre, dévastée à l'idée d'affronter mon propre fils devant la justice. Mais il n'y avait plus de marche arrière. Ce n'était pas de la vengeance, c'était de la dignité. Les jours suivants se sont écoulés dans un silence chargé. Je n'ai rien dit, et eux non plus. Sandrine continuait à se promener dans la maison comme si elle flottait dans son propre monde, organisant des choses, donnant des ordres subtils à Jeanne, m'ignorant complètement. Damien évitait de croiser mon regard. Seule Jeanne restait proche, s'asseyant à mes côtés chaque soir, avec ses livres ou simplement en silence, me tenant la main. Un après-midi, alors que je préparais un thé dans la cuisine, j'ai entendu la sonnette retentir avec insistance. Je suis allée ouvrir. C'était un huissier de justice. Damien est descendu en entendant les voix et est resté immobile quand il a vu l'homme avec l'enveloppe à la main. « Damien Lemoine » a demandé l'huissier. « Oui, notification judiciaire. Vous avez un délai pour répondre. » Il lui a remis l'enveloppe, lui a fait signer un reçu et est parti. Le silence qui a suivi fut comme une fissure au milieu de la maison. Sandrine est descendue immédiatement et, voyant l'enveloppe dans les mains de Damien, l'a arrachée avec violence.
Qu'est-ce que c'est ? Damien a lu à voix basse, ses lèvres se sont serrées. C'est de maman, elle nous attaque en justice. Sandrine m'a regardé comme si je venais de lui cracher au visage. Quelle bassesse est-ce que là ? Une défense, je ne vais plus me taire. Elle a ri avec mépris. Et qu'est-ce que tu penses obtenir ? Nous prendre la maison ? Non, seulement récupérer mon droit de vivre avec dignité, de ne pas être invisible, de ne pas être traité comme un vieux meuble. C'est une trahison, a crié Damien soudainement. Après tout ce qu'on a fait pour toi ? Qu'est-ce que c'est que vous avez fait pour moi ? M'enlever ma chambre, faire de moi un fardeau, utiliser ma pension comme si elle vous appartenait ? Jeanne s'est apparue derrière, sans que personne ne la remarque. Elle avait tout entendu. Elle s'est approchée lentement et s'est mise à mes côtés. Je la soutiens, papa. Damien l'a regardée, surpris. Qu'est-ce que tu dis ? Mamie ne mérite pas ça. J'ai vu comment vous la traitez. Ce n'est pas juste. Sandrine a éclaté d'un rire incrédule. Parfait. Maintenant, la petite se met aussi contre nous. Damien a baissé les yeux, n'a pas répondu. Sandrine est montée furieuse et la porte de la chambre s'est refermée avec fracas. Mon fils m'a regardé longuement. Il n'y avait pas de haine dans ses yeux. Il y avait quelque chose de pire. La honte. C'était nécessaire ? Oui, lui ai-je répondu calmement. Parce que j'ai tout essayé avant. J'ai parlé, j'ai supporté, je me suis faite petite. Mais vous n'avez pas changé. Et moi, je ne veux plus disparaître. Damien n'a plus rien dit. Cette nuit-là, la maison était plus silencieuse que jamais, comme si quelque chose s'était brisé et que nous savions tous que ça ne pourrait plus être réparé. Les jours suivants furent d'une tension constante. Sandrine se comportait en étrangère. Elle me frôlait les épaules avec force quand elle passait à côté de moi, laissait des portes ouvertes pour que le bruit arrive jusqu'à la buanderie où je dormais, à changer les horaires des repas. Parfois, elle ne me servait rien. Mais ça ne m'affectait plus de la même manière. Je savais que je devais aussi noter cela, le documenter. Chaque offense se transformait en preuve. Omar m'a accompagné aux premières audiences. Raconter mon histoire devant des inconnus fut à la fois humiliant et libérateur. J'ai tout raconté. Comment j'ai cédé la maison par amour, comment ils m'ont reléguée, comment j'ai peu à peu perdu ma place. Jeanne a écrit une lettre qui a été présentée au juge. Ces mots étaient si purs, si honnêtes, que même le greffier a dû détourner le regard. Ma grand-mère a toujours été là pour moi. Elle s'est occupée de moi quand personne d'autre ne le pouvait. J'ai vu quand ils l'ont laissée dehors, quand ils ne lui parlaient plus, quand ils faisaient semblant qu'elle n'existait pas. Je ne comprends pas pourquoi on peut traiter ainsi la personne qui nous a tout donné, a lu Omar d'une voix posée. C'est là que j'ai compris que ma petite fille avait plus de courage que beaucoup d'adultes. Je lui ai souri depuis mon banc. Elle, assise au fond, m'a rendu mon regard avec des yeux brillants. En parallèle, Françoise est devenue mon pilier. Elle me donnait de la force quand je voulais flancher, me rappelait qui j'étais avant tout ça. Un jour, elle m'a emmenée marcher dans un parc voisin. Elle m'a parlé de sa vie, de comment qu'elle a voyagé seule à 50 ans, des décisions qui l'ont éloignée de sa famille, des blessures et des cicatrices qu'elle a mis du temps à guérir. La liberté n'arrive pas d'un coup, Stéphanie. Elle se construit. Et ça fait mal, mais quand tu l'atteins, il n'y a pas de retour en arrière. Cette phrase a résonné dans ma tête. Un matin, nous avons reçu la notification d'une audience de conciliation. C'était la dernière chance d'arriver à un accord sans jugement. J'y suis allée le cœur serré. Omar m'a expliqué que si Damien acceptait, nous pourrions fixer par écrit un accord. Chambre privée, accès libre aux espaces communs de la maison, respect et une partie proportionnelle de la pension pour moi. Nous avons attendu dans sa petite salle. Ils sont arrivés en retard. Sandrine est entrée, comme si elle venait d'une fête. Damien, en revanche, avait les yeux cernés. Quand le médiateur a expliqué les conditions, Sandrine s'est levée, indignée. « C'est du chantage !»« C'est un accord », a dit Omar, et c'est volontaire. Personne ne vous oblige. Mais si vous ne le signez pas, nous irons au jugement, et là, le juge décidera.
Damien l'a dégluti. Il m'a regardé un instant, j'ai cru qu'il allait accepter. Mais Sandrine lui a touché le bras, lui a murmuré quelque chose, et il a baissé les yeux. Nous n'acceptons pas. Le médiateur a acquiescé. Alors, le procès continue. Nous sommes sortis en silence. Cette nuit-là, sans dire un mot, j'ai préparé une petite boîte avec quelques objets importants. Des photographies, de vieilles lettres, un foulard que ma mère m'avait brodé, et la lettre de Jeanne. Je l'ai cachée dans un coin de la buanderie, enveloppée dans un sac plastique, comme si c'était un trésor. Parce que ça l'était. Non pas pour sa valeur matérielle, mais parce qu'elle représentait ce qu'il ne pourrait jamais m'enlever. Ma mémoire, ma vérité, mon histoire. Et maintenant aussi, ma décision de ne plus jamais me taire. Les semaines suivantes sont devenues plus froides, plus denses. Non pas à cause du climat, mais de l'atmosphère qui se respirait à l'intérieur de la maison. Tout est devenu silencieux, comme un calme forcé avant une tempête que l'on savait inévitable. Je me déplaçais avec prudence, comme si chaque pas pouvait provoquer une nouvelle explosion de cris ou de regards se tranchant. Sandrine semblait décidée à me prouver que je n'avais aucun pouvoir sur rien, et chaque jour elle trouvait de nouvelles façons de le faire. Elle a changé la serrure de la salle de bain du couloir. Je ne pouvais plus utiliser que celle de la buanderie, où il n'y avait même pas d'eau chaude. Elle a mis des verrous sur le placard, où étaient stockés les denrées de base, me laissant du pain rassis, du riz sans sel et du café insipide. Je ne me plaignais pas. Je notais tout. Omar m'avait demandé de documenter chaque acte hostile. Je tenais un carnet caché parmi mes livres où j'enregistrais les dates, les mots, les actions. Je n'étais plus une victime résignée. J'étais une femme qui observait en silence, collectant des preuves avec patience. Jeanne, de son côté, était de plus en plus rebelle. Elle a commencé à rester chez son amie Anna pour éviter les disputes, a demandé à son père de la laisser dormir quelques nuits chez Françoise. Et bien qu'au début Damien l'ait permis, Sandrine a rapidement mis un terme à cela. Elle disait que Françoise me montait la tête avec des bêtises et qu'elle ne voulait pas que sa fille soit influencée par une vieille folle. Jeanne l'a affrontée. Je ne l'avais jamais vue crier de cette manière. Sandrine lui a donné une gifle. J'ai tout vu depuis la porte entr'ouverte. J'ai couru vers ma petite fille, je l'ai serrée dans mes bras et je l'ai couverte de mon corps, comme si elle était encore une enfant sans défense. Sandrine m'a crié de ne pas me mêler, que ce n'était pas mes affaires. Damien est descendu tard. Quand il est arrivé, Jeanne s'était déjà enfermée dans sa chambre et j'avais une main tremblante sur ma poitrine. Il n'a rien dit, pas un mot, pas un reproche, pas un réconfort. Il a juste regardé Sandrine comme on regarde un incendie, en sachant qu'il a déjà tout brûlé. Le lendemain, Jeanne n'est pas allée à l'école. Elle est restée avec moi toute la journée, assise à l'ombre dans le jardin, sans dire grand-chose. Je lui ai préparé un chocolat chaud, le même que je lui faisais quand elle était petite. Elle m'a demandé si j'avais été heureuse, un jour. Je lui ai dit que oui, très souvent, même si ça faisait longtemps que je ne m'en souvenais plus. Elle m'a souri avec tristesse. « Je veux que tu redeviennes heureuse, mamie. » Peut-être que ce n'est plus mon tour, ma chérie. Si, c'est ton tour, tu dois juste y croire. Cette nuit-là, j'ai écrit dans mon carnet « Jeanne croit encore en moi. Je dois recommencer à croire en moi aussi. » Quelques jours plus tard, nous avons reçu une notification du tribunal. La date du jugement avait été fixée. Omar m'a appelé pour m'expliquer les détails. Entendre que nous avions une audience formelle m'a fait trembler. Pas de peur, mais par la certitude que l'enjeu était bien plus qu'un logement. C'était ma dignité, ma place dans le monde. Damien et Sandrine l'ont appris par le courrier officiel. Je n'ai pas dit un mot. Eux non plus. Ils se sont enfermés dans leur chambre et ont passé des heures à murmurer. Le soir, Sandrine est partie de la maison sans dire où. Damien est resté seul dans la cuisine. Je l'ai vu, assis, la tête entre les mains, comme si tout le poids de l'univers s'était soudain abattu sur lui. Je me suis approchée, pas par compassion, par nécessité. « Ça va ?» ai-je demandé. Il a levé les yeux. Ils étaient en rouge, comme s'il avait pleuré ou n'avait pas dormi depuis des jours. « Je ne sais pas comment on en est arrivé là, maman. »« Si,
Tu le sais, mais tu ne veux pas l'accepter. Elle m'a dit que tu voulais nous prendre la maison, que tu allais nous mettre à la rue. Et tu l'as cru? Je ne sais pas. Je me suis assise en face de lui. Le silence entre nous pesait plus que n'importe quel mot. Damien, je ne veux pas de vengeance. Je ne veux pas ruiner ta vie, ni celle de Jeanne. Juste du respect, de la tranquillité. Un espace à moi, une vieillesse sans peur. Mais avant, tu allais bien, non? Avant, je me taisais. Il y a une différence. Il n'a plus rien dit. Il a juste hoché la tête, comme si enfin il comprenait quelque chose. Pas tout, mais quelque chose. Il est allé se coucher sans me regarder à nouveau. Le jugement approchait. Françoise m'a emmenée acheter des vêtements. Elle a insisté pour que je me présente sûre de moi, ferme, comme la femme que j'avais été avant. Elle m'a coiffée, m'a maquillée légèrement, m'a offert un foulard bleu qu'elle avait rapporté du Maroc. Elle a dit que c'était pour me donner de la force. Ce matin-là, en me regardant dans le miroir, je me suis vue différente. Plus droite, plus présente. Comme si je commençais enfin à me reconnaître. Au tribunal, Omar m'attendait avec sa mallette. Il était impeccable, serein, avec cette façon de parler qui inspirait confiance. Il m'a donné quelques dernières instructions, puis nous sommes entrés. Damien est arrivé seul. Sandrine n'a pas voulu venir. Jeanne était avec Françoise, qui l'avait emmenée au parc. Je ne voulais pas qu'elle voie tout ça. Dans la salle, le juge nous a observés avec attention. Il allait écouter Omar exposer les faits, présenter les documents, des photographies, des témoignages. Nous avons lu la lettre de Jeanne. Le juge a demandé à la lire à voix haute. Son ton a changé en la lisant. Il s'est arrêté plusieurs fois, comme si le poids de chaque mot était trop lourd pour continuer d'une traite. Damien baissait les yeux. Il n'a rien dit. Seulement, quand ce fut son tour, il a présenté des excuses. Pas des excuses, des regrets. Il a reconnu son silence, son abandon émotionnel, sa complicité par omission. Ma mère ne mérite pas de vivre comme ça. J'ai échoué en tant que fils. Je le reconnais. Le juge l'a regardé avec gravité. Êtes-vous disposé à corriger cela? Damien a hoché la tête. Le juge a pris un moment, puis a rendu sa décision. Il devait me restituer une chambre privée, un accès libre aux espaces communs, un respect total de mon autonomie, et me rendre une partie du contrôle sur mes revenus. Une mise en garde formelle a également été établie pour Sandrine, qui devait s'abstenir de toute action hostile à mon encontre, sous peine de poursuite pénale. Je suis sortie du tribunal en silence. Omar m'a accompagnée jusqu'à la sortie. Françoise et Jeanne nous attendaient dehors. Donnez. Ma petite fille a couru vers moi et m'a serré si fort que j'ai senti tous mes os se réaligner. Tu as si gagné, mamie? Non, ma chérie. J'ai juste récupéré ce que je n'aurais jamais dû perdre. Ce soir-là, je suis rentrée à la maison la tête haute. Damien m'a accueillie à la porte. Il m'a offert un thé. Il ne parlait pas beaucoup, mais ses gestes étaient d'autres. Sandrine n'était pas là. Elle était partie chez sa mère, indignée par le jugement. Je ne savais pas si elle reviendrait, et ça m'était égal. J'ai redormi dans la chambre qui avait été la mienne, propre, rangée, avec mes affaires, de nouveau à leur place. J'ai allumé une bougie, j'ai prié en silence, et pour la première fois depuis très longtemps, je me suis endormie sans peur. Pendant les semaines qui ont suivi le jugement, la maison a semblé respirer différemment. L'air n'était plus aussi chargé de tension, et même si je ne pouvais pas dire que le calme était complet, du moins la guerre ouverte semblait avoir cessé. Sandrine n'est pas revenue tout de suite. Selon Damien, elle avait pris un temps pour réfléchir, bien que je soupçonne que son véritable objectif était de lui mettre la pression émotionnelle. Je ne faisais aucun commentaire. Mon rôle n'était plus celui de médiatrice ni de victime silencieuse. C'était celui d'une femme qui avait décidé de ne plus permettre d'abus, peu importe de qui il venait. Damien a commencé à montrer de petits signes de repentance. Il me demandait si j'avais besoin de quelque chose quand il sortait, si je voulais l'accompagner faire les courses. Il a même cuisiné 1 ou 2 fois, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant.
J'acceptais avec prudence. Ce n'était pas de la rancune qui me faisait garder mes distances, c'était le désir de ne pas confondre gentillesse et rédemption. Des années d'abandon ne s'effacent pas avec quelques gestes aimables. Jeanne, de son côté, était de plus en plus proche. Elle m'aidait à ranger mes affaires, passait les après-midi avec moi à parler de tout et de rien. Elle me demandait de lui raconter des histoires de l'époque où son père était enfant, et moi, en lui relatant les bons souvenirs, je reconstruisais aussi les parties brisées de mon propre passé. Un après-midi, alors que nous buvions un thé dans le jardin, elle m'a dit quelque chose qui a résonné en moi. Je pensais que les adultes ne pouvaient plus changer, que si quelqu'un était égoïste ou méchant, il restait comme ça pour toujours. Mais toi, tu as changé, mamie. Tu es devenue plus forte. Peut-être que je n'ai pas changé. Peut-être que je suis juste redevenue celle que j'étais, avant de me laisser éteindre. Alors moi aussi je peux changer, non ? Je lui ai pris la main. Son regard avait une profondeur que je ne lui avais jamais vue. C'était le regard d'une enfant qui commençait à comprendre les complexités du monde. Je lui ai dit que oui, que nous pouvions tous changer, mais qu'il fallait d'abord avoir du courage. Elle en avait déjà. Une semaine plus tard, Sandrine est revenue. Elle est entrée dans la maison sans saluer, les lèvres pincées et le regard bas. Damien l'a prise dans ses bras comme si de rien n'était. Je n'ai pas dit un mot. Elle était passée à côté de moi comme si j'étais invisible. Dans son esprit, elle se rebellait encore à l'idée que j'avais gagné quelque chose, convaincue que son pouvoir était intouchable. Mais maintenant, tout avait changé. Chaque fois qu'elle essayait d'imposer quelque chose, Damien l'arrêtait. Pas avec force, mais avec une fermeté qu'il n'avait pas avant. Il lui disait que les choses avaient changé, qu'elle devait respecter les limites que la loi et la cohabitation avaient établies. Sandrine le regardait avec mépris, mais gardait ses mots pour elle. Elle savait que le moindre faux pas pouvait se retourner contre elle. La tension était revenue dans la maison, bien que de manière plus souterraine. Sandrine ne criait plus, ni ne m'affrontait directement, mais elle laissait de petites provocations. Des assiettes sales exprès quand elle savait que j'en avais besoin. Des changements de chaîne abrupts quand je regardais quelque chose à la télévision, des chuchotements au téléphone où j'étais clairement le sujet. Je notais tout, comme Omar me l'avait appris, mais pas dans le but de dénoncer. Plutôt comme un exercice de clarté. Avoir un registre m'aidait à ne pas tomber dans le doute, dans ce piège émotionnel qui m'avait attrapé tant de fois par le passé. Un soir, j'ai entendu une grosse dispute entre eux. Sandrine criait à Damien qu'il n'était plus le même, qu'il laissait une vieille aigrie manipuler sa vie. Il lui a répondu par une phrase que je n'aurais jamais pensé entendre de sa bouche. Elle ne me manipule pas, elle me rappelle qui je suis. Après cela, il y a eu un long silence, puis des pas fermes et une porte qui s'est refermée violemment. Le lendemain, Sandrine était de nouveau partie. J'observais tout sans intervenir. C'était comme si le conflit ne m'appartenait plus. Il était entre eux. J'étais en marge, et cette marge, c'était la liberté. Omar m'a appelé pour savoir comment j'allais. Je lui ai dit que la situation à la maison était tendue mais supportable. Il m'a demandé si j'avais pensé à déménager. Je lui ai dit que oui, très souvent, mais que je n'avais pas encore trouvé l'endroit idéal. Il m'a proposé de m'aider à chercher, a dit qu'il connaissait quelques résidences-services pour seniors qui n'étaient pas des maisons de retraite, mais des communautés actives avec des ateliers, des activités et surtout de l'indépendance. L'idée seule m'a effrayée au début, mais ensuite j'ai commencé à penser que je méritais peut-être un espace où je n'aurais pas à mesurer chaque mot, chaque pas. Cette nuit-là, Jeanne m'a entendu parler au téléphone et m'a demandé « Tu vas partir ?» Je ne sais pas encore. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Je pense que tu devrais faire ce qui te rend heureuse. Mais si tu pars, je veux venir te voir tous les week-ends. Je l'ai serrée dans mes bras. Sa maturité, sa loyauté me touchaient. Elle était le reflet de tout ce que j'avais essayé de semer dans cette famille. Et même si j'avais échoué sur de nombreux aspects, en elle, une graine avait germé. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel inattendu. C'était ma sœur cadette, Laetitia.
Cela faisait des années que nous ne nous parlions plus. Elle m'a dit qu'elle avait entendu ce qui s'était passé, qu'elle l'avait appris par une amie commune qui avait vu la publication du jugement dans le bulletin officiel. Elle m'a demandé si elle pouvait venir me voir. J'ai accepté, avec des réserves. Nous avions des comptes à régler, de vieilles blessures qui ne s'étaient jamais refermées. Mais quelque chose dans sa voix sonnait sincère. En la voyant franchir le seuil de la maison, j'ai ressenti un mélange d'émotions. Nostalgie, méfiance, tendresse. Nous avons passé tout l'après-midi à parler. Elle s'est excusée de ne pas avoir été présente. Je lui ai avoué que moi aussi, je m'étais éloignée par orgueil. Entre larmes et rires, nous nous sommes remémoré notre enfance, les étés chez notre grande-mère, les bêtises avec les cousins. C'étaient des retrouvailles nécessaires. Elle m'a rappelé que malgré tout, j'avais encore des racines, que j'avais encore quelqu'un sur qui compter. Laetitia m'a proposé de rester quelques jours chez elle, de prendre un peu de recul. J'ai dit que j'y réfléchirais. Quand elle était partie, je me suis assise dans le fauteuil à bascule du jardin. Le soleil se couchait, et le ciel avait cette teinte entre l'or et l'orange qui semblait promettre quelque chose. Je ne savais pas quoi, mais quelque chose. À ce moment-là, j'ai ressenti une certitude profonde. Je n'avais pas à rester là où je n'étais pas la bienvenue. Pas par entêtement, ni par orgueil, mais parce que je méritais mieux. Parfois, le plus courageux n'est pas de se battre pour rester, mais de décider qu'en partir. Et même si je ne savais pas encore quand ce jour viendrait, je savais qu'il approchait. En entrant dans la maison, j'ai vu une vieille photo de Damien et Jeanne dans un cadre poussiéreux. Je l'ai prise. Je l'ai nettoyée et je l'ai posée sur l'étagère avec soin. Puis je suis allée dormir en paix. Pour la première fois depuis de nombreuses années, en paix réelle. Après la visite de Laetitia, quelque chose a changé en moi. C'était comme si cette conversation avait enlevé une vieille couche de poussière qui recouvrait mes souvenirs. J'ai commencé à comprendre que le problème n'était pas seulement la relation avec Sandrine, ni même l'abandon émotionnel de Damien. C'était quelque chose de plus profond. C'était l'habitude de me faire petite pour ne pas déranger, de me taire pour ne pas créer de conflit, de remettre à plus tard mes propres désirs pour maintenir un fragile équilibre familial. Je ne voulais plus vivre ainsi. J'avais eu 66 ans en portant des culpabilités qui n'étaient pas les miennes, en acceptant des miettes d'affection comme si c'étaient des festins, en attendant la reconnaissance de ceux qui ne savaient que m'exiger. Je me demandais pourquoi j'avais mis si longtemps à me réveiller, mais je comprenais aussi que parfois, ce n'est que lorsqu'on touche le fond qu'on parvient à voir avec clarté. Cette clarté m'a conduite à prendre une décision. J'ai commencé à chercher des endroits où je pourrais vivre seule. Je ne voulais pas un endroit luxueux ni moderne, juste un lieu où je pourrais avoir la tranquillité, la dignité et, surtout, la liberté. J'ai parlé à Omar. Il m'a envoyé plusieurs options. J'ai pris mon temps pour les visiter. L'une d'elles a particulièrement attiré mon attention. C'était un petit complexe d'appartements adapté pour des seniors indépendants, avec des jardins, une bibliothèque commune et des ateliers d'art. Ce n'était pas une maison de retraite. C'était un espace de vie, conçu pour des personnes qui, comme moi, avaient encore beaucoup à faire, à apprendre, à ressentir. Le simple fait de m'imaginer là-bas me provoquait un mélange de nervosité et d'enthousiasme. Je l'ai raconté à Jeanne. Elle m'a regardé en silence, puis, les yeux pleins de larmes, m'a serré dans ses bras. Elle m'a dit qu'elle était fière de moi, qu'elle avait toujours pensé que les grandes mères étaient là pour s'occuper des autres, mais que maintenant, elle comprenait qu'elle méritait aussi de prendre soin d'elle-même. Cette nuit-là, j'ai dormi avec une sérénité nouvelle. Je ne rêvais plus du passé, je rêvais de l'avenir. Sandrine est revenue quelques jours plus tard, cette fois avec une attitude plus contenue, presque neutre. Peut-être s'était-elle résignée à la nouvelle dynamique. Elle n'a pas essayé de discuter avec moi ni d'imposer sa présence, mais elle ne s'est pas approchée non plus. C'était comme si je n'existais plus dans son monde. Elle m'observait avec méfiance, comme si elle ne comprenait pas ce que je faisais encore là, si tranquille, si en paix. Mais ça ne m'importait pas. Je ne craignais plus son mépris. Il avait perdu son pouvoir sur moi. C'était une femme sans pouvoir quand elle ne parvenait pas à manipuler, et cela la consumait.
Damien a commencé à s'intéresser à ma décision de déménager. Au début, il semblait confus, comme s'il ne comprenait pas pourquoi je voulais partir maintenant que tout était plus calme. Je lui ai expliqué que ce n'était pas pour fuir, mais pour grandir, qu'on grandit aussi à 66 ans. Que ce n'était pas un abandon, mais une façon d'honorer mon histoire, mes blessures, mon processus. Il a eu du mal à l'accepter, mais ne s'y est pas opposé. Il m'a proposé son aide pour organiser le déménagement. J'ai refusé poliment. Je voulais le faire à ma manière. En parallèle, j'ai reçu une invitation de Françoise pour assister à une rencontre littéraire au centre culturel. J'ai osé y aller. En arrivant, j'ai été surprise de voir autant de femmes de mon âge partager des histoires, des lectures, des poèmes. Je me suis sentie faire partie de quelque chose pour la première fois depuis longtemps. Je n'étais pas seulement la mère de Damien ou la grand-mère de Jeanne. J'étais Stéphanie. Et ça suffisait. À la fin de l'événement, l'une des coordinatrices s'est approchée pour m'inviter à participer à un atelier d'écriture autobiographique. J'ai hésité, mais j'ai accepté. Écrire était quelque chose qui m'avait toujours attirée, bien que je n'aie jamais osé le faire. Je me suis assise devant la page blanche et j'ai commencé à écrire mon histoire. Pas avec haine ni avec tristesse, mais avec une vérité pure et douloureuse. Et en écrivant, j'ai senti que les mots lavaient mon âme. Chaque page était un pas de plus vers ma libération. Un samedi après-midi, alors que nous prenions le thé avec Jeanne, je lui ai dit que j'avais choisi l'appartement où je voulais vivre. Je lui ai montré les photos. Ses yeux brillaient. « Quand est-ce que tu pars ?» m'a-t-elle demandé avec un nœud dans la gorge. « Bientôt, je veux tout organiser tranquillement. »« Je peux t'aider à décorer ta nouvelle maison ?»« Bien sûr que oui, mon amour. Ce sera notre projet. » Cette complicité fut un baume. Nous avons commencé à planifier ensemble les couleurs des rideaux, le type de plante pour le balcon, les tableaux pour les murs. Nous riions comme si nous construisions un château magique. Et d'une certaine manière, c'en était un. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel inattendu de Françoise. Elle était en ville pour un rendez-vous médical et voulait me voir. Nous nous sommes retrouvés dans un café. En la voyant, j'ai été émue. C'était comme retrouver une partie de moi qui était restée suspendue dans le temps. Elle m'a écoutée attentivement pendant que je lui racontais tout ce que j'avais vécu. Elle m'a félicité pour le procès gagné, pour la décision de déménager, pour le courage et de briser le cycle. Elle m'a dit que beaucoup de femmes vivaient des décennies piégées dans des dynamiques familiales oppressives, que j'étais une exception. Je n'ai pas su quoi répondre. Je ne me sentais pas spéciale. Je me sentais simplement à bout, mais j'ai compris son point de vue. La majorité se tait. Moi, je ne pouvais plus. Quand je suis rentrée à la maison, Sandrine m'attendait dans la cuisine. Elle m'a regardée avec un mélange de défi et d'agacement. Sans détour, elle m'a dit « Alors tu t'en vas ?» « Oui », ai-je répondu calmement. « Bientôt. Et tu penses emmener Jeanne avec toi ?»« Non, Jeanne est ta fille. Moi, je n'emporte que ma liberté. » Elle a laissé échapper un rire sec, m'a lancé un regard perçant. « Ne crois pas que ça fait de toi une meilleure personne. Abandonner la maison, c'est juste une autre forme de lâcheté. » Je suis restée silencieuse quelques secondes, puis je l'ai regardée avec fermeté. Je ne pars pas par lâcheté. Je pars parce que j'ai enfin compris que je n'ai pas à rester là où je ne suis pas aimée. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la dignité. Elle est partie sans se répondre. Je me suis assise pour reprendre mon souffle. La scène ne m'a pas fait mal, ne m'a pas mise en colère. Elle m'a confirmé que je faisais le bon choix. Le lendemain, j'ai commencé à emballer mes affaires. Jeanne m'aidait avec enthousiasme. Nous séparions les livres, les photos, les souvenirs. Dans chaque objet, il y avait une histoire, mais je ne m'y accrochais plus avec tristesse. C'était un détachement nécessaire. Une partie de moi disait adieu à cette maison, non pas comme un lieu physique, mais comme un symbole de ce que j'avais toléré trop longtemps. Damien passait de temps en temps, observant en silence. J'ai remarqué que c'était difficile pour lui, mais aussi qu'il respectait ma décision. Un soir,
En me voyant organiser mes papiers, il s'est approché et m'a dit « Je sais que je n'ai pas été le fils que tu méritais. Ne te punis pas, Damien. Ce qui compte, c'est ce que tu choisiras de faire à partir de maintenant. Tu vas me pardonner ? Je n'ai pas à te pardonner. Je veux juste que tu sois meilleur. Pour toi, pour Jeanne. » Nous sommes prises dans ce volet. C'était un geste court, maladroit, mais réel. Tout était prêt. Il ne restait plus qu'à fixer la date. Je me suis assise pour écrire dans mon carnet une liste de choses que je voulais faire dans ma nouvelle vie. Apprendre à danser le tango, prendre des cours de peinture, visiter des villages de l'arrière-pays, lire tous les livres que j'avais reportés, rêver à mon âge comme si j'en avais 20, parce que l'âme ne vieillit pas quand on la nourrit. Et alors j'ai compris que la fin d'une étape n'était pas une tragédie. C'était une porte ouverte, une nouvelle histoire à écrire. Et cette fois, j'en serais la protagoniste, dès la première ligne. Le matin où j'ai déménagé, le ciel était gris mais pas pluvieux. C'était comme s'il respectait mon moment, m'accompagnant en silence. Je me suis réveillée tôt. Je n'avais pas beaucoup dormi, non par angoisse, mais par une émotion contenue. Je me suis habillée calmement, j'ai préparé un café et j'ai parcouru une dernière fois chaque recoin de cette maison qui, pendant des années, m'avait été étrangère malgré y avoir vécu. Chaque mur semblait me murmurer des épisodes qui maintenant se dissolvaient, comme de la fumée. Je n'ai pas ressenti de tristesse. J'ai ressenti une clôture, comme si je quittais une scène après avoir interprété un rôle trop longtemps. Damien est apparu à la porte de la salle à manger, les yeux gonflés. Il n'a rien dit, il m'a prise dans ses bras. Je lui ai caressé la nuque comme quand il était enfant. Nous n'avions pas besoin de mots. Jeanne est arrivée peu après avec un sourire lumineux. Elle portait dans ses bras une plante que nous avions choisie ensemble pour mon nouveau balcon. C'était un ficus robuste, d'un vert intense. Forte, comme je voulais me sentir, elle la portait avec fierté, pendant que nous montions dans la voiture qui nous emmènerait vers ce nouveau départ. Sandrine ne m'a pas dit au revoir. Je ne l'ai pas vue ce matin-là. Je n'ai entendu ni pas ni porte. Comme si le silence était son dernier mot. Et je n'en ai pas eu besoin. L'absence ne faisait plus mal, elle faisait partie du soulagement. Le trajet a été bref. Jeanne parlait sans arrêt, faisant des plans pour le week-end prochain. Elle voulait dormir chez moi, rencontrer mes nouvelles voisines, décorer mon coin de lecture. Je l'écoutais, le cœur gonflé. Cet enfant qu'avait été mon ancre au milieu de la tempête. Grâce à elle, je me suis souvenue de qui j'étais. Nous sommes arrivés à la résidence en milieu de matinée. Le bâtiment avait une entrée modeste, flanquée de bougainvilliers en fleurs. Le concierge nous a accueillis avec amabilité et m'a remis les clés. En franchissant la porte de mon nouveau chez-moi, j'ai respiré profondément. Tout sentait la peinture fraîche et les possibilités. La lumière entrait par une grande fenêtre, illuminant l'espace d'une chaleur accueillante. Jeanne a couru ouvrir les rideaux et s'est exclamée que le balcon était parfait pour nos après-midi de lecture. Nous nous sommes mis au travail. Nous avons accroché les rideaux, monté le lit, placé les livres sur une étagère. C'était peu, mais suffisant. À l'heure du déjeuner, nous nous sommes assises par terre sur une nappe improvisée et avons trinqué avec de la limonade. Elle m'a regardée et a dit « Mamie, on dirait une maison heureuse. » Je lui ai répondu que c'était parce que, enfin, je l'étais aussi. Les jours suivants furent une danse de découverte. J'ai rencontré Clara, ma voisine de palier, une femme de 72 ans qui enseignait l'aquarelle au centre culturel. Elle m'a invitée à son atelier. J'y suis allée. Mes premières coupes de pinceau étaient maladroites, mais ils m'ont fait rire. Cela faisait des années que je n'avais pas ri ainsi. Je me suis inscrite à un cours d'histoire de l'art, un autre de méditation et un d'écriture avancée. Mes heures se remplissaient d'activités qui me nourrissaient. Je n'étais pas pressée, je n'avais pas peur. Je me sentais en expansion. Chaque fois que Jeanne venait me rendre visite, nous partagions nos histoires, comme deux amies qui se racontent leur vie. Elle me parlait de son école, de ses doutes, de ses rêves, et je l'écoutais avec une attention totale. Je n'étais pas la grande-mère qui ne donnait que des ordres ou des conseils. J'étais une femme qui accompagnait,
qui apprenait à écouter sans juger. Elle me le rendait avec son affection sincère. Un après-midi, en me promenant dans le parc qui entourait la résidence, j'ai vu une femme assise sur un banc qui pleurait en silence. Je me suis approchée sans être intrusive, je lui ai offert un mouchoir. Elle m'a regardée avec surprise, m'a remerciée. Nous avons commencé à discuter. Elle s'appelait Dolores. Elle avait perdu son mari récemment, n'avait pas d'enfant. Elle m'a dit qu'elle se sentait invisible, que personne ne l'écoutait. Je lui ai parlé de mes propres blessures, de comment j'avais vécu tant d'années en étant une ombre au sein de ma propre famille. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai vu se refléter sur un autre visage la même douleur que j'avais portée dans le mien. Depuis, nous avons commencé à nous voir chaque semaine. Nous marchions ensemble, partageons des livres, pleurions sans pudeur. La solitude fait moins de mal quand elle est partagée. 1 mois a passé. Je me sentais plus vivante que jamais. Un matin, j'ai reçu un email de Damien. Il m'invitait à déjeuner. J'ai accepté. Nous nous sommes retrouvés dans un café près de son travail. Il était nerveux, ça se voyait dans sa façon de regarder. Il m'a dit qu'il avait commencé une thérapie, qu'il avait besoin de comprendre pourquoi il avait permis tant de mal. Il m'a de nouveau demandé pardon, cette fois avec une humilité différente. Je l'ai cru. Il m'a parlé de Sandrine, de comment leur relation s'effritait, de sa peur de répéter les mêmes schémas avec Jeanne. Je lui ai dit que la chose la plus courageuse qu'il pouvait faire était de rompre avec eux. Maintenant, avant de blesser davantage. Nous nous sommes quittés sur une longue étreinte. Je l'ai vu s'éloigner vers son bureau, les épaules un peu moins lourdes. Ce soir-là, je me suis assise pour écrire dans mon carnet. J'ai noté une phrase. L'amour d'espace sacrifice, c'est liberté. Je me la suis répétée plusieurs fois, comme un mantra. C'était ma nouvelle boussole. Quelques jours plus tard, j'ai reçu la visite de Françoise. Elle m'a apporté un livre qu'elle savait que j'aimerais. Nous nous sommes assises sur le balcon, entre rires et souvenirs. Elle m'a dit qu'elle me trouvait différente, plus lumineuse. Je lui ai parlé de mes ateliers chez eux, de mes promenades, de mon jardin naissant. Elle m'a félicitée, m'a serré fort dans ses bras. Je lui ai dit que sans son aide, je n'y serais pas arrivée. Elle m'a répondu que chaque pas avait été le mien, qu'elle m'avait seulement rappelé que j'avais des jambes. Cette nuit-là, j'ai dormi profondément. Un dimanche, Jeanne m'a proposé de faire une vidéo pour l'école sur « la femme la plus courageuse que tu connaisses ». Elle m'a filmée en train de raconter mon histoire. J'ai parlé avec naturel, sans dramatiser, juste avec la vérité. La vidéo est devenue virale parmi ses camarades. Plusieurs grands-mères se sont senties identifiées. Elles m'ont écrit des lettres. L'une m'a dit « Merci de dire ce que tant de femmes taisent ». Une autre « Je pensais qu'il était trop tard pour recommencer, mais maintenant je sais que non ». J'ai pleuré en les lisant. Pas de tristesse, d'espoir. Mon histoire, avec tous ses coups, pouvait servir à éclairer les chemins des autres, et c'était un cadeau que je n'attendais pas. Le changement le plus profond, cependant, fut interne. Je ne me sentais plus coupable d'avoir choisi ma paix. Je ne doutais plus d'avoir fait le bon choix. Je ne me demandais plus si un jour on me remercierait. Je faisais tout pour moi. Et ce n'était pas de l'égoïsme, c'était de la justice. Chaque matin, je me regardais dans le miroir et je me reconnaissais. Pas comme la mère parfaite, ni la grande-mère idéale. Mais comme une femme qui a survécu à sa propre histoire, qui l'a réécrite, qui l'a faite sienne, complètement sienne. Un après-midi, j'ai reçu un appel de Jeanne. Elle pleurait. Elle m'a dit qu'elle avait eu une grosse dispute avec sa mère, qu'elle se sentait incomprise. Je lui ai dit de venir. En arrivant, elle s'est jetée dans mes bras. Elle m'a demandé de rester quelques jours. Je lui ai préparé son lit avec tendresse. Pendant qu'elle s'endormait, je lui ai caressé les cheveux et j'ai pensé « Comme c'est beau de pouvoir être un refuge, non par obligation, mais par amour. Comme c'est beau d'offrir un abri sans se perdre dans le processus. » Alors, j'ai compris quelque chose de plus. Que la vraie liberté, ce n'est pas d'être seul, mais de pouvoir choisir avec qui être. Et moi, enfin, je pouvais choisir. La fin n'est pas arrivée avec une grande explosion,
ni un coup de théâtre. Ce fut un murmure, un instant de clarté au milieu du bruit quotidien. J'ai reçu un appel inattendu un après-midi quelconque. C'était Damien. Sa voix semblait plus douce, plus humaine. Il m'a dit qu'il voulait me voir, qu'il avait besoin de me parler avec sincérité, sans masque ni reproche. J'ai senti mon cœur s'accélérer, non par peur, mais par l'opportunité qui s'ouvrait. Quand il est arrivé, je l'ai reçu avec un mélange de nostalgie et d'espoir. Nous avons parlé pendant des heures. Il m'a avoué combien il lui avait été difficile de comprendre le mal qu'il avait causé, non seulement à moi, mais aussi à Jeanne et à lui-même. Il a admis que Sandrine avait eu une influence toxique dans sa vie, mais il a aussi assumé la responsabilité de ses actes. Ce n'était pas une excuse vide de sens, mais un engagement à changer, à être un meilleur père et un meilleur fils. J'ai senti que quelque chose dans notre relation renaissait, quelque chose que je croyais perdu pour toujours. Cette rencontre n'a pas effacé le passé, mais elle a ouvert un chemin vers le pardon et la réconciliation. Ce n'était ni facile ni rapide. Il y a eu des moments de doute, de douleur, mais aussi de croissance. Jeanne a recommencé à faire confiance à son père, et j'ai trouvé en moi-même la force de lâcher la rancune et de construire une nouvelle histoire avec eux. Sans oublier les blessures, car guérir, ce n'est pas oublier. C'est apprendre à vivre avec les cicatrices qui font de nous ce que nous sommes. Françoise était restée mon grand soutien. Son amitié a été une ancre solide dans les jours incertains et une célébration dans les moments de triomphe. Avec elle, j'ai redécouvert la joie de partager, de rire sans peur et de rêver sans limite. Ensemble, nous avons planifié un voyage, une petite escapade que nous avions toujours reportée. Ce fut une aventure qui m'a redonné confiance dans le monde et en moi-même. Nous avons marché dans des rues que je n'aurais jamais imaginé parcourir. Nous avons respiré de nouveaux airs et nous nous sommes immergés dans des cultures qui m'ont appris que la vie a toujours quelque chose de plus à offrir, quel que soit l'âge. Sandrine a disparu de l'horizon, du moins de mon présent. Je n'ai eu besoin ni d'affrontement, ni de vengeance. Son départ silencieux a été suffisant. À sa place est apparue une paix que je ne m'attendais pas à trouver. Cette paix qui naît quand on décide de laisser derrière soi ce qui fait mal et qu'on ouvre l'espace à ce qui nourrit. Je me suis sentie libre. Libre des attentes des autres, libre des culpabilités imposées, libre d'être simplement moi. Le jardin que j'ai planté sur mon balcon a poussé vigoureusement. Chaque feuille verte était une promesse, chaque fleur une célébration. Je m'en occupais avec dévouement et parfois, Jeanne et moi nous asseyions là pour lire, pour rêver, pour planifier les futurs qui semblaient auparavant impossibles. Cette connexion avec la terre m'a appris que la vie est un cycle constant de semer, d'attendre et de fleurir. Qu'on peut renaître autant de fois que nécessaire. Ma pension, qui était autrefois un motif de mépris, est devenue un symbole d'indépendance. Avec elle, j'ai appris à gérer mes finances, à planifier mes dépenses, à administrer ma vie avec autonomie. Je ne dépendais de personne d'autre pour survivre, pour décider, pour vivre. Cela m'a donné une dignité qu'aucune insulte ni mépris n'ont pu m'arracher. Le jour où Jeanne est rentrée à la maison avec une médaille pour un concours d'art, ses yeux brillaient plus que jamais. Elle m'a dit que tout ce qu'elle avait appris avec moi l'avait inspirée à être courageuse, à suivre ses passions sans peur de se tromper. Cette déclaration fut la plus grande récompense que je pouvais recevoir. Mon héritage n'était pas des biens matériels ni des sacrifices. Invisible, mais l'amour sincère et l'enseignement qu'on peut toujours recommencer. Finalement, j'ai compris que le plus grand cadeau que je me sois fait a été de me permettre d'être heureuse. Sans condition, sans excuse. Être heureuse à ma manière, avec mes propres temps et mes propres décisions. Cette félicité était ma vengeance silencieuse contre ceux qui avaient douté de moi. Je n'avais pas besoin de leur prouver quoi que ce soit. Ma vie parlait d'elle-même. Ainsi, dans cette nouvelle étape, j'ai construit un foyer qui était vraiment le mien. Un espace où les rires remplaçaient les larmes, où la lumière vainquait les ombres, où l'amour se manifestait sous des formes simples mais puissantes. Un foyer qui ne dépendait ni de titres ni de possessions, mais de la paix intérieure que j'avais cultivée avec tant d'efforts.
Et tandis que j'écris ces mots, je sais que mon histoire n'est ni unique ni parfaite, mais elle est réelle. C'est l'histoire d'une femme qui a trouvé sa voie alors que beaucoup pensaient déjà qu'il était trop tard, qui a décidé qu'elle méritait le respect, l'affection et la dignité, qui a appris à s'aimer sans condition et à laisser partir ce qui ne la faisait pas grandir. Parce qu'à la fin, ce n'est pas la pension, ni la maison, ni les années qui définissent une personne. C'est la capacité de se réinventer, de se relever encore et encore, de continuer à avancer avec le cœur ouvert, prêt à recevoir le meilleur que la vie peut offrir. Et ça, personne ne pourra jamais me l'enlever.